Premier exercice. Activité 1. Tournu, qu'il convient de prononcer sans son S final, est une jolie petite ville du sud de la Bourgogne, dont le nom est pour beaucoup rattaché au seul panneau indiquant sa sortie sur la 6. Précisément, les bonnes raisons de s'y arrêter ne manquent pas, ne serait-ce que pour visiter son exceptionnelle abbaye Saint-Philibert, joyau roman bâti il y a un millénaire, flâner sur les bords de la Saône en contrebas, ou déguster un repas d'exception chez Greuze ou aux Terrasses, deux tables de chef parmi le vivier existant dans le Mâconnais. C'est autour de ce thème convivial et généreux de la gastronomie que Gérard Pont, patron du Festival des Francopholies de La Rochelle, a choisi de donner vie à un nouvel événement, les Franco-Gourmandes, dont la première édition se déroule les 2 et 3 juin et attend de 5 à 6 000 visiteurs, avec l'objectif de doubler la mise les années suivantes. La capacité d'accueil du site, baptisé Grande Prairie de Tournu, s'élevant à environ 12 000 personnes. Les Franco-Gourmandes à Tournu, c'est d'abord une histoire d'amitié, raconte Gérard Pont, qui n'est pas lui-même un habitué de la région et doit son implantation à Kevin Douvillier, programmateur à La Rochelle qui, lors d'un week-end bourguignon chez un proche, a le coup de foudre pour les paysages et les saveurs de ce coin de France, où le poulet de Bresse le dispute au bœuf charolais, aux fromages affinés et au vin du Mâconnais. L'idée de marier en un festival musique et gastronomie, deux grandes sources de bonheur des Français, n'a pas tardé à devenir une évidence. Les partenaires locaux, eux, ont donné leur accord en janvier. À Tournu, les artistes de la chanson ne manqueront pas 2 soirs de suite. Samedi 2 juin, après les Brigitte, à l'heure de l'apéritif, le public dégustera la délicatesse de Camille, en guise de hors-d'œuvre, l'énergie aux épices voyageuses de Charlie Winston en plat de résistance, et le swing tonitruant de Caravan Palace au dessert. Dimanche 3 juin, chacun pourra remettre ça dès l'heure du goûter avec Carmen Maria Vega, suivi d'Yves Chamet et Benabar. Le tout agrémenté de quelques tapas musicaux locaux, Fils Manquet, Frédéric Bobin, Grand Kino notamment. Pour leur ravitaillement, les festivaliers oublieront donc un temps les traditionnels pizzas, kebabs, sandwichs à l'andouillette et tartiflettes, arrosés de bière ou de soda, servis dans ce genre d'événement. Les artistes du fourneau seront de la fête, sous la baguette du chef étoilé Jean-François Piège, tout mieux, parrain de cette première édition. Il confectionnera lui-même les sandwichs jambon-beurre vendus aux visiteurs soucieux de manger debout, avec des ingrédients qu'il aura sélectionnés, se réjouit Gérard Pont. Pour ceux qui voudront s'asseoir et prendre leur temps, une allée des chefs sur le site propose des menus à moins de 25 € concoctés par des chefs régionaux. Cédric Burtin, Johan Chapuis, Florian Giraud, Sylvain Goyer, Valérie Melien et Jean-Michel Carrette. Ils se passeront le relais à raison de 3 toquets à chaque repas. Et pour les éditions suivantes, Gérard Pont songe déjà à inviter des régions étrangères, musiciens et cuisiniers. On parle déjà d'une cuvée 2013 à tonalité et fumée transalpin. Les 2 et 3 juin à Tournu. Tarif concert 28 € la journée, 45 € le pass 2 jours, gratuit pour les moins de 12 ans. Activité 2. Comme mes grands-parents et mes parents, j'ai toujours vécu à la ferme. À 8 ans, je conduisais le tracteur avec une pédale adaptée. J'aimais la moisson, mais pas les poules que ma mère élevait. Et à l'adolescence, j'ai tout rejeté en bloc. L'agriculture, c'est trop de contraintes, peu de vacances, un métier dur. Pendant 10 ans, je travaille en ville, heureuse. Mon père part à la retraite, et si je ne reprends pas l'exploitation, il faudra la céder. Un crève-cœur, car je suis fille unique. Et puis l'envie de voir grandir mes 2 bébés au bon air, comme moi, me tenaille. Je retourne pendant 1 an au lycée agricole afin d'obtenir le diplôme nécessaire à mon installation. Et quand je me lance, mon père tombe malade. De son lit d'hôpital, il me guide tout un été sur la moissonneuse-batteuse. J'ai conservé les cultures, céréales, colza, betteraves. Mais j'ai changé le matériel, beaucoup plus performant. J'ai institué le non-labour des terres et la réduction des doses phytosanitaires, les fameux insecticides, pour mieux respecter l'environnement. Et j'ai rejoint un groupement d'agriculteurs pour échanger et lutter contre la solitude inhérente à ce milieu. Au début, mon père m'a secondé pour l'entretien du matériel, l'achat des approvisionnements et pour
m'imposer dans ce milieu macho. Mes parents sont restés à la ferme et j'ai pris une maison à 200 mètres. On déjeune tous les jours ensemble. Il y a eu des frictions sur les investissements, car mon père voit l'exploitation encore comme la sienne. J'ai cédé, par respect. Il m'a appris le sens du travail, le goût de la nature. Aujourd'hui, je ne m'imagine pas enfermée dans un bureau. Mon fils ne s'intéresse pas à la terre, mais ma fille de 12 ans, pourquoi pas? Je ne sais pas si je l'encouragerais, car il est de plus en plus difficile d'en vivre. Activité 3. Décryptage des 7 vérités de Frédéric Malle, éditeur de parfums. Que recouvrent les fameuses notes de tête, cœur et fond? Les parfums sont des pyramides d'évaporation. On peut les voir comme des fusées à plusieurs étages où les notes de départ, les plus volatiles, succèdent aux notes de cœur, elles-mêmes plus volatiles que les notes de fond. Et quelle est la différence entre une eau de Cologne, de toilette ou de parfum? L'eau de Cologne est une structure olfactive très volatile et légère, basée principalement sur des notes agrumes et agrestes, type sauge, romarin. Les eaux de toilette sont moins concentrées que les eaux de parfum ou les extraits. Leur utilisation a-t-elle évolué? L'eau de toilette était diffusée en splash. Certaines personnes les utilisaient avec des gants de toilette. Les extraits étaient posés du bout des doigts. Tout cela aujourd'hui est du domaine du positionnement produit car ces gestes ont disparu. Quelle matière de synthèse utilisent les parfumeurs? Il en existe 2 sortes. Les reconstitutions synthétiques de la nature, indispensables quand on veut reproduire sa fragrance. La seconde est faite de produits abstraits qui apportent une odeur nouvelle à la palette des parfumeurs, comme une nouvelle couleur à l'arc-en-ciel ou une matière nouvelle. Sans notes synthétiques, la parfumerie moderne n'existerait pas. Question pratique. Où faut-il se parfumer? Où l'on veut, sur la peau de préférence. J'aime bien en ce qui me concerne l'idée de Mademoiselle Chanel qui disait « Parfumez-vous là où vous voulez être embrassé ». Où entreposer son parfum pour mieux le conserver? Au réfrigérateur, loin de la lumière, au frais, à l'abri des changements de température. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, le poser près d'une fenêtre ou sous un spot. À quelles idées reçues faut-il faire la chasse? Les parfums de couleur très foncée peuvent tacher les vêtements clairs. C'est assez rare. Certaines eaux de Cologne, à base de notes hespéridées, contiennent des substances phototoxiques, des matières premières désormais traitées pour que les parfums ne tachent plus au soleil. Activité 4. On n'y coupera pas. Le travail à distance s'installe dans les entreprises françaises. Depuis les pionniers en 2006, une centaine d'accords ont été signés dans les sociétés de plus de 150 salariés. Et la montée en puissance de ce dispositif, qui malgré son entrée dans le Code du travail en mars, doit affiner ses modes d'organisation, ne devrait plus cesser. Dans les pays anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe, le télétravail concerne 20 à 30% des salariés et continue de progresser. En France, il ne touche encore que 12,4% des travailleurs, même si le taux de satisfaction est de 96% dans les entreprises où il a été mis en place, affirme Cécilia Durieux du cabinet Greenworking, auteur d'une étude commandée par l'ex-ministre Éric Besson. Cette possibilité offerte aux salariés de travailler quelques heures, quelques jours ou en quasi-totalité à l'extérieur du bureau offre des avantages. Les entreprises optent pour le travail à distance afin de permettre à leurs salariés de mieux concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Moins de transport et plus de calme, c'est plus de temps consacré au sommeil, aux loisirs. C'est aussi plus de concentration et moins de stress. Le télétravail permet d'améliorer la productivité de 22% en moyenne, estime la consultante. Cependant, si les télétravailleurs se disent heureux, les managers sont plus réticents. Pour réussir, ils doivent trouver un équilibre entre confiance et contrôle et apprendre à gérer leurs équipes autrement. Avec 2 dérives à éviter, d'un côté le risque accru de ne plus trouver les limites entre travail et vie personnelle, et de l'autre, les difficultés à transmettre à distance les valeurs d'adhésion et d'engagement au projet de l'entreprise. Activité 5.
à l'occasion d'élections sont apparus au XIXe siècle aux États-Unis avec les straw votes ou votes de paille. Il s'agissait de simulations organisées par des journaux en interrogeant leurs lecteurs via différentes modalités, la plus courante étant le bulletin à découper et à renvoyer. Portant sur des échantillons très larges, constitués de façon aléatoire et n'offrant aucune garantie de représentativité, cette méthode se révèle assez rapidement insatisfaisante. Au début des années 1930, George Gallup, statisticien, sociologue et fondateur de l'American Institute of Public Opinion, 1935, développe une méthode scientifique de sondage d'opinion fondée sur le contact direct avec un nombre restreint de personnes, méthode des quotas, minutieusement sélectionnée pour être représentative de populations beaucoup plus vastes. C'est ainsi qu'en 1936, à partir d'un échantillon de 5000 sondés, panel représentatif, il prévoit la réélection du président américain Franklin Roosevelt avec 55,7% des suffrages. Il fera 61% quand le magazine Literary Digest, à partir de quelques millions de coupons retournés sur 10 millions envoyés, de listes de propriétaires de voitures et d'abonnés au téléphone, prédit la défaite du candidat démocrate au profit du républicain Alfred Landon. La justesse de la prédiction consacre la méthode. En 1938, les premières enquêtes d'opinion arrivent en France sous l'impulsion de Jean Stutzel, sociologue, inventeur du mot sondage et fondateur de l'Institut français d'opinion publique. On connaît la suite. Activité 6. Un Français sur deux a recours à l'automédication. Une pratique qui reste basée sur les conseils du pharmacien, selon une étude IFOP-PHR, groupement de pharmaciens disant représenter 11% des pharmacies, publiée jeudi. Si 91% des personnes interrogées estiment que les Français consomment trop de médicaments, un sondé sur deux dit cependant acheter souvent ou de temps en temps des médicaments sans avoir consulté un professionnel de santé. La proportion est la même concernant l'achat après avoir pris conseil auprès d'un pharmacien. Parmi les personnes interrogées, 97% disent avoir tout à fait ou plutôt confiance en leur médecin généraliste, 94% en leur pharmacien. Mais pour l'obtention de conseils sur un renouvellement d'ordonnance ou les effets secondaires d'un médicament, 27% et 28% des personnes sollicitent respectivement en priorité les pharmaciens, le recours au médecin se révélant ainsi moins systématique, note l'étude. Le pharmacien joue par ailleurs un rôle important dans la délivrance de génériques. 63% des personnes interrogées acceptent de remplacer le médicament prescrit par le médecin par un générique proposé par le pharmacien. Selon cette étude, 76% des personnes estiment que les assurances complémentaires devraient prendre en charge le remboursement des médicaments déremboursés, contre 24%, et 76% le remboursement d'actions de prévention telles que les consultations diététiques ou d'infirmières, les bilans et dépistages. Activité 7. Connaissez-vous la bonotte de Noirmoutier ? Cette jolie petite pomme de terre est connue pour son goût sucré évoquant la châtaigne. On l'a goûtée et adorée simplement cuite à l'eau bouillante, assaisonnée de sel, huile d'olive ou beurre de micelle. D'où vient-elle ? De la fameuse île de Noirmoutier, au climat doux et humide. Elle y est plantée chaque année le jour de la Chandeleur. Les agriculteurs la récoltent 90 jours plus tard, à hauteur de 11 000 tonnes. La coopérative ne rassemblant que 35 artisans cultivateurs. Qu'a-t-elle de si particulier ? Tout d'abord, sa rareté, ce qui explique son prix. La barquette de 1,5 kg coûte 5,95 € cette année. Disparue de la commercialisation dans les années 1960, à cause de sa fragilité, de sa récolte uniquement à la main et de son faible rendement, 100 grammes à 200 grammes par pied, alors qu'un autre peut fournir jusqu'à 2 kg, elle a été abandonnée à l'heure de la mécanisation. Puis, les adhérents de la coopérative de Lille lui ont redonné naissance à l'issue d'une collaboration avec l'INRA de Brest, à partir de semences conservées par des collectionneurs de plantes oubliées. C'est aussi son goût, léger, sucré, aux senteurs de châtaigne qui charment les gourmets. Attention, on
On ne la conserve pas plus de 5-6 jours dans son frigo, niveau bac à légumes, pour profiter de ses qualités. Je la cuisine comment? Comme une pomme de terre nouvelle. Surtout, ne l'épluchez pas. Contentez-vous de la laver, simplement. Elle cuit très rapidement. Il faut les pocher 12 à 15 minutes après ébullition pour un résultat fondant, explique Lionel Lévy, chef d'une table au sud à Marseille. Alexandre Couillon, de la Marine, sur l'île de Noirmoutier, la préfère à l'étouffer, sous une coque de pâte à sel composée de farine, algues et blanc d'œuf. Ou imiter Cédric Béchade, qui la taille, la frotte avec un peu d'ail, puis la cuit dans un bouillon de volaille. Activité 8. Le CNCS est la première structure de conservation en France comme à l'étranger à être entièrement consacrée aux costumes et décors de scène. Le CNCS est un musée de France ayant pour mission la conservation, l'étude et la valorisation d'un ensemble patrimonial de 9000 costumes de théâtre, d'opéra et de ballet et de plusieurs éléments de machinerie ou décors de scène. Le CNCS, situé à Moulins, occupe une partie du quartier Villars, ancien quartier de cavalerie datant de la fin du XVIIIe siècle, classé monument historique. Avec ses excellents chiffres de fréquentation, le Centre national du costume de scène figure dans le top 10 des musées implantés en province. Placé en 8e position, avec ses 80 288 visiteurs en 2011, le CNCS se situe juste derrière de grandes structures, comme le château de Fontainebleau ou l'Historial de la Vendée. Il est cité dans le Journal des Arts de cette semaine comme un exemple de décentralisation des collections et de réhabilitation d'un bâtiment historique particulièrement réussi. Preuve qu'un fonds exceptionnel très ciblé, accessible aux chercheurs et présenté dans le cadre d'une programmation dynamique, peut faire beaucoup pour une ville. Au niveau national, le Centre national du costume de scène se situe à la 60e place sur 303 musées en lice. Une forte progression dont se félicite Delphine Pinaza, directrice depuis le 1er août 2011. C'est avec beaucoup de fierté que le CNCS accueille les bons résultats de son classement en 60e position dans le palmarès 2012 des musées. En une année, le CNCS a gagné 24 places, passant de la 84e place en 2011 à la 60e place en 2012 sur les 303 musées inscrits au palmarès. Le classement, qui prend en compte plusieurs critères, dont l'enrichissement des collections, l'accueil et les services offerts des publics, les prêts extérieurs, politique éditoriale, nombre d'abonnés et d'adhérents à la Société des Amis, fait bien évidemment apparaître les différences entre les structures parisiennes ou situées dans des grandes agglomérations qui bénéficient d'un taux, d'un volume de tourisme culturel favorable et les institutions localisées dans des villes moyennes qui doivent investir longtemps dans la programmation et la communication pour se créer une notoriété nationale, voire internationale. Des encouragements pour le futur et le dynamisme du CNCS. Activité 9. Carte bancaire, porte-monnaie électronique, carte de fidélité, carte d'assuré social, badge d'accès permettant d'entrer et de circuler dans certaines entreprises, carte téléphonique, carte de parking, passe électronique en tout genre, carte d'identité, passeport biométrique, etc. La carte à puce est l'une des inventions qui ont tellement changé nos vies qu'on imagine mal aujourd'hui pouvoir s'en passer. Son inventeur, Roland Moreno, homme à la créativité débordante, vient de s'éteindre. Portrait par Jérôme Colombin. Avec ses grosses lunettes sur sa bouille ronde, posant pour les photographes avec un fer à souder ou une carte à puce à la main, Roland Moreno était l'archétype du géotrouve-tout à la française. Électronicien autodidacte, ancien garçon de course, reporter, employé de bureau, il bricole dans sa jeunesse toutes sortes de gadgets bizarres, par exemple une machine à tirer à pile ou face ou une calculatrice qui se trompe dans les calculs. Plus tard, il inventera aussi le radoteur, un logiciel à créer des mots. En
1990, il écrit le livre La théorie du bordel ambiant, un recueil de pensées philosophico-humoristiques qui sera suivi en 2011 de La victoire du bordel ambiant. Mais c'est la carte à puce qui fait sa fortune. Il en dépose le brevet en 1974 et même si cette invention lui a été quelquefois contestée, il en a toujours conservé officiellement la paternité. Cependant, si on l'avait écouté à l'époque, ce ne sont pas des cartes en plastique qui nous serviraient aujourd'hui à régler nos achats, mais des bagues électroniques. C'est ainsi que Roland Moreno voyait l'utilisation de ce petit circuit électronique miniaturisé. Très vite, en tout cas, le concept s'est étendu à tous les dispositifs nécessitant un cryptage fort, carte Sésame Vital pour la santé, décodeur télé, carte SIM des téléphones portables, badges et autres cartes d'identité. Moreno va surfer sur la vague de la carte à puce pendant 20 ans à travers sa société Innovaton, jusqu'à ce que le brevet tombe dans le domaine public en 1994, et ensuite il profite du dérivé de la carte à puce, la carte sans contact, que l'on trouve notamment dans le pass Navigo utilisé dans les transports parisiens. L'histoire de la carte à puce est indissociable de l'épisode Serge Humpiche en 2000. Cet informaticien français montre que l'on peut fabriquer de fausses cartes bancaires qui fonctionnent partout, les fameuses Yes Cards. Le groupement des cartes bancaires panique et fait passer Humpiche pour un malfaiteur. Quant à Moreno, il affirme de son côté que la sécurité de base de la carte à puce est intacte. Il offre même 1 million de francs, mais qui parviendra à craquer réellement l'algorithme de son invention. À ce jour, personne n'y est parvenu. Activité 10. Pour lutter contre la hausse des cambriolages, de plus en plus d'habitants s'organisent sur le terrain. Cela s'appelle la protection voisins vigilants. L'initiative vient des pays anglo-saxons et se met en place progressivement dans plusieurs départements pilotes, notamment les Alpes-Maritimes. Reportage Vincent Capu et Didier Laborde. Dans ce quartier résidentiel de Montsartou, sur les panneaux et les boîtes aux lettres, un œil grand ouvert prévient les visiteurs mal intentionnés. Ici, les habitants sont vigilants à ce qui se passe chez leurs voisins. La dame qui habite à côté est une dame seule avec 2 enfants. Elle travaille toute la journée. Pour elle aussi, c'est une garantie. Nous sommes à la retraite, donc c'est facile de surveiller le va-et-vient si on voit quelque chose de suspect. Moi, je vais tous les jours chercher mon pain. J'ai pour habitude, effectivement, de faire attention sans regarder chez les gens. C'est pas de la discrétion. C'est plutôt pour alerter. Je pense que c'est bien. Dès qu'un rôdeur ou une voiture suspecte est repérée, un référent du quartier alerte la police municipale ou la gendarmerie. Le rôle des voisins vigilants s'arrête là. Le dispositif est d'ailleurs très encadré pour que ces chaînes de surveillance ne se transforment pas en milices parallèles. En aucun cas, il s'agit de patrouille. C'est simplement ce dispositif qui consiste à être vigilant sur l'habitation de son voisin qui vous a bien évidemment signalé son absence et sa volonté de surveiller son domicile. D'abord hésitant, le maire ne regrette pas d'avoir mis en place ce dispositif il y a 5 ans. L'année dernière, la délinquance a baissé de 10% sur sa commune, mais surtout le lien social s'est renforcé. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas vivre ensemble. C'était pour moi une occasion de dire non, on va se parler simplement. Je pars en vacances, jette un coup d'œil sur ma propriété. 46 autres villes ont adopté ce modèle de participation citoyenne dans les Alpes-Maritimes, sans le moindre dérapage pour l'instant. Activité 11. Il fait appel aux instincts les plus bas. Il est interdit par une loi de 1998. Et pourtant, rentrée après rentrée, il perdure. Le bizutage fait bel et bien partie du paysage d'un certain nombre de prépas, grandes écoles et autres facultés. Fait récent, il semble aussi se développer au sein de manifestations prétendument festives, où l'alcool et l'esprit de groupe aidant, les anciens font subir aux petits nouveaux toutes sortes d'humiliations en guise de rite initiatique, sous couvert de tradition. Ceux qui dénoncent de tels agissements sont considérés comme des traîtres et ostracisés. Certaines victimes préfèrent quitter l'établissement, malgré tous les efforts fournis pour y entrer. Il arrive aussi que les bizutages tournent au drame. Selon le Comité national contre le bizutage, en l'espace d'1 an, pas moins de 4 décès auraient été liés à ces pratiques. Plusieurs plaintes pour viol ont également été enregistrées à l'issue de soirées ou de week-ends dits d'intégration. Si les dérives restent nombreuses, c'est que les victimes et leurs familles hésitent à porter plainte. C'est aussi que la justice se montre parfois clémente à l'égard des organisateurs. Selon le ministère de la Justice, 17 condamnations pour bizutage ont été prononcées en 2009.
Et trop souvent, les chefs d'établissement eux-mêmes restent passifs. De son côté, la Conférence des grandes écoles a adopté une charte proscrivant le bizutage. Pour son président, Pierre Tapie, les chefs d'établissement doivent cependant continuer à s'intéresser à la façon dont les nouveaux étudiants célèbrent l'entrée dans leur école, alors que l'alcoolisation excessive est largement plus répandue que par le passé. Activité 12. Mon royaume pour un plat de fèves. Jadis, la légumineuse au grain charnu était commune dans les assiettes des paysans et respectée des notables. Sa forme fétale et sa récolte précoce en firent un symbole de fécondité. Depuis l'Antiquité, le jour de l'Épiphanie ou fête des rois, elle sert à désigner le roi d'un banquet ou à élire l'édile de la cité. La révolution industrielle la délogea des galettes au profit de figurines en porcelaine. Et l'évolution alimentaire la chassa de nos estomacs. Le français s'est détourné d'elle et ses statistiques sont en berne. Vers 1860, 150 hectares de fèves et féveroles, la variété utilisée pour l'alimentation du bétail, étaient encore cultivés en France. Les 2/3 ont disparu. Pire, les surfaces hexagonales consacrées aux protéagineux ont été divisées par 4 depuis 15 ans. La faute à la viande, devenue le Graal de la protéine. Pour engraisser nos futurs steaks, les agriculteurs ont opté pour le tourteau de soja, aux dépens, entre autres, de la bonne vieille fève. Sur les 246 000 tonnes de fèves et féveroles récoltées en France en 2008, plus de 80% sont partis à l'étranger. Notre consommation s'élève à peine à 100 grammes par personne et par an. Le créneau est étroit pour se régaler de la précoce d'Aquitaine, si tendre qu'on peut la croquer crue. Rare, l'aquadulce et la fève de Séville s'échangeront à prix d'or. Caire, en Égypte, une telle cherté provoquerait des émeutes. Sur la place Tahrir, où se détrônent les rois, on aime tant la fève qu'on la mange même en sandwich. Activité 13. Vous partez en vacances en juillet avec votre marmaille et vous ne voulez pas être encombré ? Formidable ! La SNCF propose un service d'enlèvement de bagages à domicile pour 33 €. Il suffit, indique un dépliant publicitaire, de composer le 3635, appel surtaxé 34 centimes d'euros la minute. Surprise ! L'appel permet de découvrir que l'enlèvement des bagages ne peut se faire que 48 heures avant la livraison. Par exemple, le jeudi 5 juillet, pour une livraison le samedi 7 sur le lieu des vacances. Quels vêtements portera-t-on entre-temps ? Au retour, c'est encore pire. 4 jours d'attente. Un employé viendra chercher la malle le samedi 13 juillet au matin, mais il faudra patienter jusqu'au 17 pour se la faire livrer, pour cause de 14 juillet férié, de dimanche chômé et de lundi récupéré. Il faudra donc, quand même, prendre un gros sac dans le train et y glisser ses médicaments, puisque ceux-ci sont interdits dans la malle, ainsi que les aliments. Pour l'enlèvement et la livraison, il faut compter une demi-journée d'attente à chaque fois, de 8h à 13h ou de 13h à 17h, créneau fixé par la SNCF. Si vous voulez être servi en soirée, c'est-à-dire entre 17h et 19h, il faut payer un supplément de 15 €. Sur rendez-vous, le surcoût est de 20 €. Pour suivre le transport du bagage, il faudra encore appeler le numéro surtaxé. Pourtant, la loi Châtel, entrée en vigueur en juin 2008, interdit ces numéros pour les services destinés à suivre l'exécution d'un contrat. Au final, on est loin du prix annoncé. Il ne faudra pas non plus oublier de peser son bagage. Seules les valises ou les malles de moins de 30 kg sont acceptées. Or, la plupart des vendeurs de malles se contentent d'indiquer leur longueur, leur largeur et leur hauteur, mais pas leur poids ni leur contenance. Certes, en multipliant longueur, largeur et hauteur, on obtient le volume. Une cantine de 61 par 29 par 23 cm donne ainsi une contenance d'environ 40 litres. Mais pour quel poids ? Seul Manutan le précise, 4,5 kg pour une malle en acier de 35 litres. Et combien pourra-t-on caser de pulls et de manteaux là-dedans ? Aucune idée.
Une option existe. Acheter une housse sous vide et faire sortir l'air avec un aspirateur. Nous avons fini par trouver une cantine militaire souple de 2,5 kg d'une contenance de 160 litres qui fait, paraît-il, un tabac chez les soldats. Bien que nous ne soyons pas sûrs de voyager léger, nous devrions nous amuser puisque la SNCF a prévu des clowns dans le train. 5 € par enfant et par adulte accompagnant. Activité 14. Avec un litre d'essence qui approche ou dépasse, selon les stations-service, les 2 €, les automobilistes ont de plus en plus mal au portefeuille et ont recours à une solution déjà ancienne. Le partage de véhicules, le covoiturage, qui connaît un développement fulgurant depuis 2007 en France. Motivation économique, mais aussi sociale et environnementale. Le covoiturage permet de réduire la pollution et de rendre la route plus sympathique. Reportage de Gaël Le Tanneux. Le covoiturage a déjà une longue histoire. Aux États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, les autorités incitent la population à partager ses véhicules afin d'économiser le carburant. Mais rien à voir avec le développement constaté ces dernières années. En 2007, il existait déjà près de 80 sites internet permettant de faire se rencontrer conducteurs et passagers. Un développement qui s'explique par l'inflation du prix du pétrole. Au début de l'année, à Paris, le litre de super a dépassé la barre des 2 €, un record et une incitation à partager sa voiture, explique Laure Wagner, responsable du site covoiturage.fr, qui met en relation plus d'1 800 000 Français. Il faut le dire, la première raison, c'est quand même une raison économique. Les passagers trouvent que le train est trop cher. Quant aux conducteurs, l'essence est de plus en plus chère et ils veulent partager leurs frais parce que leur budget automobile est de plus en plus élevé. Exemple, Paris-Marseille en covoiturage, c'est 30 €, 3 fois moins cher qu'en TGV, mais aussi 3 fois plus long. Si vous avez du temps, mais pas d'argent, vous pouvez faire du covoiturage. Parce qu'en fait, il y a énormément de trajets comme Lyon-Toulouse, Grenoble-Bordeaux, enfin des trajets transversaux pour lesquels il n'y a pas le TGV et où il faudrait passer par Paris. Le covoiturage a l'avantage de proposer des trajets porte à porte. Autre avantage, il contribue à réduire les rejets de gaz carbonique et donc à limiter la pollution atmosphérique. Et puis le covoiturage, c'est aussi du lien social, des rencontres. Nicolas, cadre dans la fonction publique, le pratique depuis plus de 3 ans. À partir du site, on a juste l'âge de la personne, une petite biographie, des avis pour savoir si ça s'est bien passé, et puis ensuite c'est totalement la surprise. C'est ça qui est super dans le covoiturage. À chaque fois, c'est quelque chose de différent. Si la voiture tombe en panne, on partage comment? Enfin, comment ça se passe? Jusqu'à présent, c'est pas arrivé. Et le temps d'un trajet, on se lie parfois d'amitié avec son conducteur ou son passager, insiste Laure Wagner du site covoiturage.fr. On n'a plus beaucoup l'occasion aujourd'hui de parler 4 heures d'affilée avec des gens qu'on ne connaît pas. Ça génère plutôt des rencontres éphémères. Certains conducteurs organisent des dîners avec tous leurs covoitureurs. Ça crée des petits cercles d'amitié. Et les sites internet ne cessent de se perfectionner. On choisit son conducteur en fonction de ses goûts. Bavard, très bavard ou silencieux. Quant à la négociation du prix, elle est toujours possible. Mais en cas d'abus, vous serez mal noté et donc moins sollicité. Activité 15. Avec 1,3 million d'étudiants étrangers en 2009, soit 38% du total mondial, l'Union européenne est la région du monde qui attire le plus de candidats à l'expatriation universitaire devant l'Amérique du Nord, qui en compte 850 000. Les pays les plus prisés, le Royaume-Uni avec 370 000 étudiants, la France 250 000 et l'Allemagne 200 000, accueillent plus de la moitié des étudiants étrangers en Europe. Dans les 3 pays, la Chine est l'un des principaux pays d'origine de ces étudiants. Entre autres atouts, les pays européens offrent une large reconnaissance internationale des diplômes et des droits de scolarité peu élevés. Paris, Vienne, Zurich et Berlin ont en moyenne des droits de moins de 1 000 $, soit 760 € par an, comparé à 30 000 $, soit 22 777 € aux États-Unis, souligne la société d'études britannique QS dans son classement mondial des universités publié en février. Cette étude, basée sur 12 critères allant de la qualité de vie à la réputation des universités auprès des employeurs internationaux, a placé Paris en tête des villes étudiantes devant Londres, Boston et Melbourne. Dans la compétition mondiale pour attirer les talents,
Cette attractivité européenne commence pourtant à montrer des signes de ralentissement, selon le rapport de l'OCDE Regard sur l'éducation 2011. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont perdu respectivement 2 points et 1 point entre 2000 et 2009. Les États-Unis, 5 points. La France maintient sa position. Mais à l'inverse, la proportion d'étudiants ayant choisi l'Australie et la Nouvelle-Zélande a progressé de 2%. Ces 2 destinations sont de plus en plus prisées par les étudiants asiatiques, chinois en tête. Activité 16. Le 30 juin 2012 a marqué la fin d'une époque. Ce jour-là, en effet, a été débranché le réseau Transpac qui véhiculait le trafic du Minitel depuis 30 ans. Parfois accusé d'avoir causé le retard des Français sur le web à la fin des années 1980, cette boîte beige à clavier intégré aurait au contraire joué un rôle considérable dans le passage du grand public d'une logique de papier à une logique d'écran interactif et de clavier. Telle est l'une des thèses développées par Valérie Schaffer et Benjamin Thierry, tous deux historiens des médias. Après le rattrapage téléphonique, l'objectif était de faire entrer un terminal dans les foyers pour continuer à stimuler la croissance. C'est pourquoi le Minitel a été majoritairement distribué gratuitement. L'idée était de financer le contenant pour stimuler les contenus, à l'inverse de l'Internet actuel. Note Valérie Schaffer, car cet objet né de la rencontre des mondes de l'informatique et des télécommunications a permis le développement de services inédits du 3611 pour interroger les premiers annuaires électroniques au 3615 pour consulter les messageries, réserver un billet de train ou faire ses achats en ligne. Si la messagerie rose a marqué l'imaginaire, tous les Français n'y ont pas pris part. Au maximum, au début des années 90, 6,5 millions de terminaux sont en circulation. Les utilisateurs du LA, Aline ou des services similaires étaient néanmoins prêts à dépenser beaucoup d'argent. Cela représentait une manne financière importante pour nombre de journaux. Relève l'historienne. Le recours à un pseudo et la visualisation des échanges, caractéristiques d'Internet, s'immiscent donc bel et bien dans le quotidien des Français par le biais de ce terminal désormais désuet que certains regretteront. Activité 17. Bonjour Virginie Garin. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est Notre Planète avec vous sur RTL. Hier, il y a eu 2 incursions, l'une spectaculaire de Greenpeace au Bugey dans l'Ain, et puis l'autre d'un homme qui s'est présenté comme un poète escaladeur dans la centrale de Civaux dans la Vienne. Alors 2 incursions, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, EDF et le gouvernement l'affirment, il n'y a eu absolument aucun risque hier. Le militant de Greenpeace a été tout de suite repéré. Comme il était en vol, les autorités l'ont laissé terminer son action, mais avec une aile volante, il n'avait aucun moyen de faire des dégâts. Les réacteurs sont protégés par une enceinte en béton d'1 mètre d'épaisseur. Alors quand même, les centrales sont sûres, mais EDF a décidé d'investir 400 millions d'euros en 4 ans pour renforcer leur surveillance, pour qu'il y ait plus de gendarmes, de caméras, pour que les clôtures soient plus solides, ce qui veut bien dire que le sujet est pris au sérieux. Alors c'est vrai, hier il n'y avait aucun risque et Greenpeace rappelle qu'elle est une organisation non violente, mais elle pose une question assez logique. Si une aile volante peut pénétrer dans une zone interdite, quid d'un gros avion de ligne rempli de kérosène? Alors dans ce cas, l'armée surveille et elle a pour mission de l'intercepter, c'est-à-dire de le détruire en vol. Mais à 800 km/h, tout va très vite, donc si l'avion n'est pas détruit et s'il tombe sur un réacteur, EDF reconnaît qu'il peut y avoir des dégâts, une fuite radioactive. L'enceinte de protection peut être percée et dans ce cas, ce qui compte, explique EDF, c'est d'avoir de l'eau pour refroidir le cœur et limiter la fuite. Donc, dans toutes les centrales françaises, les systèmes de refroidissement vont être sécurisés. La décision a été prise après Fukushima. Activité 18. Moins de travail, plus de loisirs. On croirait un slogan tout droit sorti d'une manifestation pour la réduction du temps de travail. Il s'agit pourtant du résultat d'une enquête de l'INSEE parue en novembre 2011. Depuis 1999, le temps de travail effectif d'un Français a diminué de 20 minutes par jour. Le temps dévolu aux tâches domestiques a lui aussi considérablement fondu. Quotidiennement, on consacre 10 minutes de moins au fourneau, 9 minutes de moins en course
et 8 minutes de moins à faire le ménage. Qu'avons-nous fait du temps libre ainsi grappillé ? Si une partie a été confisquée par les transports, 7 minutes supplémentaires par jour, et la toilette, 14 minutes de plus qu'en 1999, le reste s'est tout naturellement reporté sur les loisirs. Nous disposons de 4h58 par jour de temps libre, soit 7 minutes de plus qu'il y a 10 ans. Sommes-nous plus heureux pour autant ? Étant entendu que nous employons nos loisirs comme bon nous semble, on pourrait croire que nous consacrons le plus de temps possible à nos activités favorites. Il n'en est rien. Les activités artistiques, chant, danse, les promenades et les moments de sociabilité, conversation, réception, sont les activités récréatives les plus appréciées des Français. Pourtant, ils ne leur consacrent que peu de temps. A contrario, la télévision, qui occupe 42% du temps libre, et le surf sur Internet, qui ne cesse d'augmenter, plus d'une demi-heure par jour en 2010, sont parmi les loisirs jugés les moins agréables. Seuls les téléphages, qui regardent la télévision plus de 4 heures par jour, déclarent aimer cela. Pour les autres, Internet et le petit écran arrivent en queue de classement, juste devant les activités associatives ou civiques. Passer 2 heures par jour à faire quelque chose que l'on apprécie peu, voilà un résultat pour le moins déconcertant, à moins que les enquêtés n'aient pas osé avouer tout le plaisir qu'ils y prennent. Activité 19. Dans son smartphone, Alice, 20 ans, a plus de 800 photos et vidéos, mais aussi des contacts, des notes en tout genre, et comme 40% des utilisateurs, des informations top secret. Genre un code de carte bleue ou quelque chose, je me l'envoie par texto. Sans avoir dans l'idée que ça pourrait être un jour divulgué ou que c'est pas une donnée complètement protégée ? Ah bah non, c'est vrai que j'y avais pas pensé, non. Allô ? Michel, lui, il y a pensé et il se protège. C'est pour ça d'ailleurs que je mets 2 mots de passe sur le téléphone, que je sauvegarde dans un ordinateur, au cas où je le perds ou que le téléphone bug. Je sais pas, des codes d'immeubles, des codes, des identifiants, c'est toujours mieux de mettre des mots de passe. Selon l'étude de Médiamétrie, les 15-17 ans sont plus nombreux que les autres à utiliser un code de verrouillage, plus nombreux aussi à protéger leurs données sur les réseaux sociaux, sauf que leurs parents ont encore du mal à leur faire confiance. Nathalie, 50 ans, est la mère de 2 ados. Parce qu'elles ne savent pas gérer ce qui est du domaine du personnel, du privé et de ce qui est du domaine public, de la divulgation par exemple. Donc ce serait bien que les parents s'y mettent un peu, regardent un peu comment ça fonctionne. Non pas pour les espionner, mais au contraire pour leur donner quelques petits conseils. Comme tout outil, il faut en connaître les limites. L'an prochain, la CNIL devrait recommander aux constructeurs et aux développeurs d'applications des services plus respectueux de la vie privée des utilisateurs. Activité 20. 1,5 milliard d'euros, c'est ce que dépensent chaque année en France les 7 à 12 ans pour leurs achats personnels, sans parler de leurs grands frères et sœurs. Mieux encore, les ados influent sur plus de 90 milliards d'euros pour les dépenses des foyers. Ils veulent souvent de la marque, du high-tech, bref, du cher. Et exigent même parfois d'être traités à égalité avec leurs parents. Un tel comportement, pour les publicitaires, ça s'appelle un marché en or qu'il ne faut pas laisser filer. Pour séduire cette cible de choix, chacun a sa stratégie. Les grands magasins dédient des étages, voire des boutiques, rebaptisés pour l'occasion Concept Store, ça fait plus jeune, entièrement consacrés aux teenagers. Les Galeries Lafayette avec l'espace VO, H&M, Etam, Levi's sont déjà dans la course. Autre grand terrain de chasse, les médias. C'est ainsi qu'on a vu émerger Fille TV ou Radio Junior, la première radio des moins de 15 ans, sans parler des innombrables magazines pour ados et des produits siglés de leurs émissions étoilées préférées. Enfin, l'un des grands soucis des parents et des as du marketing, quoique dans des sens opposés, c'est le portable, devenu sacro-saint accessoire de frime dans la cour de récré. En 2002 déjà, 62% des 13-19 ans en possédaient un, contre 19% en 2000. Une progression qui laisse rêveur. Modèle dernier cri, dépassement de forfait démentiel, sonnerie